Bonjour à tous, je suis Maëva Monod, je suis avocate au sein du cabinet V2E Légal. Je vais vous parler aujourd'hui de la matière de la faillite, matière qui est reprise au sein de l'article 20 du Code de droit économique, article 20 qui est intitulé « Insolvabilité des entreprises ». Le Code prévoit que la procédure de faillite a pour objectif de mettre le patrimoine du failli sous la gestion d'un curateur qui sera chargé d'administrer ce patrimoine, de le liquider et de répartir le produit de cette liquidation entre les différents créanciers. Le Code prévoit que pour pouvoir être déclaré en faillite, 3 conditions doivent être remplies. Tout d'abord, être un débiteur, être en état de cessation persistante de paiement et avoir un crédit qui est ébranlé. Alors concernant cette première condition de débiteur, eh bien il s'agit, en tout cas il y a lieu d'entendre par débiteur toute entreprise à l'exception de toute personne morale de droit public. Et l'article 1.1 premièrement du Code définit l'entreprise comme étant chacune des organisations suivantes, à savoir toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant, toute personne morale et toute organisation sans personnalité juridique. Alors si on combine plusieurs dispositions du Code, eh bien, on peut dire que les travailleurs indépendants peuvent être déclarés en faillite, mais également les titulaires d'une profession libérale réglementée. Comme je vous l'ai dit, également les personnes morales à l'exception des personnes morales de droit public, donc cela comprend les sociétés, mais aussi les ASBL et les fondations. Concernant les organisations sans personnalité juridique, l'article 1.1 premièrement ne donne pas de définition de cette notion, toutefois l'alinéa 2 dispose qu'une organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas un but de distribution et qui ne procède pas effectivement à une distribution entre ses membres n'est pas une entreprise. Et donc le critère à prendre en considération semble être cette distribution ou non d'un bénéfice. La deuxième condition est la cessation persistante de paiement. Donc celle-ci se caractérise par une absence de liquidité du débiteur. Cela signifie qu'il ne parvient plus à faire face aux factures de ses créanciers ou de ses fournisseurs, factures qui sont pourtant devenues immédiatement exigibles. Alors cette situation s'illustre par la réception d'actes de saisie, d'actes d'exécution ou de commandement de payer. Il est important de préciser que cette cessation de paiement doit être persistante et donc un simple problème de trésorerie qui serait simplement passager ne suffit pas à justifier la faillite. La troisième condition est la condition de l'ébranlement de crédit. Donc celle-ci se caractérise par la perte de confiance des créanciers envers leurs débiteurs. Et donc celui-ci ne parvient plus à obtenir des crédits ou des termes et délais de la part de ses créanciers. Alors concernant la procédure de faillite, la faillite est déclarée par le tribunal de l'entreprise, soit sur aveu du failli ou sur citation. Le Code prévoit toutefois que le débiteur est tenu dans le mois de la cessation de ses paiements d'en faire aveu directement au greffe du tribunal. Depuis le 1er mai 2018, cet aveu se fait de manière électronique dans le registre central de la solvabilité, également appelé RECSOL. Alors tout jugement déclaratif de faillite est exécutoire dès son prononcé et sur minute. Toutefois, un certain nombre de recours peuvent être introduits à l'égard de ce jugement. Ainsi, par exemple, la tierce opposition et le délai peuvent être introduits dans les 15 jours à compter de la publication du jugement de la faillite au moniteur belge, tandis que la partie défaillante peut quant à elle faire opposition dans les 15 jours à dater de la signification, cette fois-ci, du jugement. Alors, pour que les créanciers puissent entrer en ligne de compte dans une éventuelle répartition, ils doivent faire ce qu'on appelle une déclaration de créance sur la plateforme RECSOL et ils doivent faire ces déclarations au plus tard le jour qui est prévu dans le jugement déclaratif de faillite. Si ce délai n'est pas respecté, eh bien, ils peuvent toujours agir en admission. Toutefois, cette action en admission ne pourra pas faire obstacle aux répartitions qui auraient déjà eu lieu. Délai important, c'est que cette action en admission se prescrit par 1 an à dater du jugement déclaratif de faillite. Et donc c'est bien un délai que les créanciers doivent avoir à l'esprit au moment de faire leur déclaration de créance. Alors la faillite engendre plusieurs effets. Un de ces effets est le dessaisissement. Cet effet a connu une innovation suite à la dernière réforme, puisqu'il s'agit maintenant d'un dessaisissement
limitée, le code prévoyant que les biens, les montants, les sommes et les paiements que le failli recueille après le jugement de faillite et qui seraient postérieurs à la cause de la faillite, eh bien, ne rentrent plus dans l'actif de la faillite. Cet effet a véritablement pour objectif de permettre au failli d'avoir une seconde chance dans sa vie professionnelle et donc de favoriser le failli qui serait malheureux et de bonne foi. Ainsi, le failli personne physique peut reprendre une activité à titre d'indépendant ou de salarié après l'ouverture de la faillite sans que le curateur ne puisse saisir sa rémunération. Un second effet de la faillite est la situation de concours, puisque la faillite a pour effet de cristalliser le passif du débiteur, et ce pour préserver l'égalité des créanciers, sous réserve évidemment des éventuelles causes de préférence. Ainsi, tout paiement, opération ou acte qui serait fait par le failli ou tout paiement qui serait fait au failli après le jour du jugement de la faillite, eh bien, serait inopposable à la masse. Tout paiement ou acte qui, lui, serait fait en fraude des droits des créanciers, quant à lui, inopposable à la masse, et ce, quelle que soit la date à laquelle il a été fait. Alors, un effet important également, c'est que le cours des intérêts de toute créance qui ne serait pas privilégiée par un privilège spécial, un gage ou une hypothèque est suspendu à l'égard de la masse, et toutes les saisies qui seraient pratiquées antérieurement au jugement déclaratif de faillite sont également suspendues par l'effet du jugement. Enfin, le dernier effet est l'effacement, qui est également une innovation puisqu'il vient en remplacement de l'excusabilité qui était en vigueur antérieurement, et cet effet s'inscrit dans la même volonté que le dessaisissement limité, puisqu'il a réellement pour objectif de favoriser le nouveau départ du failli qui serait malheureux et de bonne foi. Ainsi, si la procédure d'effacement aboutit, eh bien, ça a pour effet que le débiteur est libéré du solde de ses créances à l'égard de ses créanciers, sauf pour ses dettes alimentaires et les dettes qui résulteraient d'une atteinte à l'intégrité physique ou à un décès que le failli aurait causé de sa faute. Alors, l'effacement est accordé par le tribunal de l'entreprise sur requête du failli. Donc, soit il joint cette requête à son aveu de faillite, soit il doit déposer cette requête sur Rexol, et ce, au plus tard dans les 3 mois après la publication du jugement de faillite au Moniteur belge, et ce, sous peine de forclusion. Donc, c'est également un délai important que le failli personne physique doit garder à l'esprit. Alors, concernant l'effacement, tout intéressé, donc en ce compris le ministère public et le curateur, peuvent déposer une requête au tribunal afin que cet effacement ne soit accordé que de manière limitée ou refusé totalement au failli. Toutefois, pour que l'effacement ne puisse être refusé, eh bien, il devra être prouvé que le failli a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. Par ailleurs, l'effacement étant un droit personnel, eh bien, il ne bénéficie pas aux héritiers du failli en cas de décès de celui-ci. Toutefois, le conjoint du failli, son ex-conjoint, le cohabitant légal ou l'ex-cohabitant légal qui serait personnellement obligé à la dette et qui aurait été contracté du temps du mariage, lui serait libéré de cette obligation de par l'effet de l'effacement. L'effacement demeure toutefois sans effet dans un certain nombre de cas, et notamment sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, ex-conjoint, cohabitant légal ou ex-cohabitant légal, qui seraient nées d'un contrat conclu par eux, que les dettes aient été contractées seules ou avec le failli, et qui sont étrangères à l'activité professionnelle du failli. C'est également sans effet pour le cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les 6 mois qui précèdent l'ouverture de la faillite. Sans effet également pour les couples qui vivent sous un autre régime que le mariage ou la cohabitation légale, donc notamment la cohabitation de fait. Et enfin, l'effacement ne profite pas non plus aux codébiteurs ni aux constituants de sûreté personnelle. Concernant les sûretés personnelles, eh bien justement, après l'ouverture de la procédure de faillite, celles-ci peuvent introduire une procédure au tribunal afin d'être déchargées totalement ou partiellement de leurs obligations. Pour cela, ils devront apporter la preuve que cette obligation est disproportionnée par rapport à leur faculté de remboursement.
Élément important, c'est que le dépôt de cette requête par la sûreté personnelle a pour effet de suspendre les voies d'exécution qui seraient en cours. Et concernant les créanciers qui bénéficieraient d'une sûreté personnelle, ils doivent en faire état dans leur déclaration de créance, et ce, au plus tard dans les 3 mois de la date du jugement déclaratif de faillite, puisque si ce délai n'est pas respecté, la personne physique qui se serait constituée sûreté personnelle serait libérée de son obligation. Je vous remercie de votre attention. C'était Maëva Monod, avocate au sein du cabinet V2 Légal.